Bonjour et bienvenue à tous sur notre podcast Go for a Break, le vidéo podcast qui prend le temps de s'arrêter pour discuter de valeurs et de marques qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie de Tuvalu. Salut Marie. Salut. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter, te parler de toi et de ton entreprise Tuvalu, qui est une entreprise nantaise? Oui, Marie Gabory. Donc c'est vrai que j'ai fondé Tuvalu il y a déjà plus de 10 ans. Avant ça, j'étais déjà dans l'environnement. Je travaillais chez EVA à Nantes aussi, spécialisée d'éco-conception des produits. Donc c'était déjà une base méthodologique assez forte. Mais on s'est dit que pour faire bouger les choses, il fallait prendre de la hauteur et aller vers la stratégie climat, notamment le logiciel. Parce que finalement, on pense que le bilan carbone peut changer le monde, mais avec Excel, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, l'aventure s'est lancée avec EVA, c'est un de mes associés. Une autre entreprise aussi, donc c'est une sorte d'entrepreneuriat collectif. Et donc on était quelques-uns et l'aventure continue jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu rapide, hein. On est éditeur de solutions logicielles. Donc on se recentre encore de plus en plus sur notre métier d'éditeur parce qu'avant on faisait un peu tout ce qui est autour, accompagner le client dans le conseil. Et là, en plus on vient de s'installer à la Halle 6, donc cœur de la Nantes Tech. Donc on vient vraiment un peu en mode start-up après 10 ans. C'est jamais trop tard, en vrai. Une vieille start-up. Voilà, une vieille start-up, une grosse PME. On est maintenant une vingtaine et c'est assez récent parce que je vais pas dire que le Covid nous a fait du bien, parce que ce serait pas sympa ou ce serait moche de dire. Non, mais par contre, en termes de prise de conscience, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. J'ai connu plusieurs changements. Il y a eu la COP à Paris. Là, il y a un premier, mais finalement, ça s'est un peu ramolli et c'était encore en vrai le sujet un peu fun, sympa, nice to have, ok, un petit peu de climat. Et là, on se dit, oula, on a un problème, il y a une urgence, il y a des prises de conscience assez fortes. Et puis les entreprises veulent du climat tout de suite. Donc ouais, x2 en moins de 2 ans. x2 en moins de 2 ans. Voilà. Et l'anecdote, parce que j'en profite pour faire un petit tacle à la finance. Donc 2019, levée de fonds. Et les fonds d'investissement locaux, les seuls qui ont étudié mon dossier, c'était des femmes. Et les fonds d'investissement ont dit mais quel business pour le climat? Enfin 2019. Ah ouais. Vraiment. Alors qu'aujourd'hui, on en parlait en plus dans d'autres émissions, là, d'autres podcasts qu'on a fait, il y a des fonds qui se créent spécialement pour ça. Des fonds à impact. Alors ça existait déjà, les fonds à impact. Ouais. Bon, là après on va dévier et c'est très complexe, mais je suis allée les voir aussi. Bon, et puis il faut se rappeler que les fonds impact, ils veulent encore de la scalabilité. Et nous, on avait une sorte de tranquille croissance de PME. Et donc, comme les financiers ne savent que prolonger des courbes, tu vois, droite, et puis ils savent pas, ils préfèrent des trucs très scalables. Donc la finance n'a pas changé. Bon, c'est un clin d'œil, mais voilà, c'était pas évident. Finalement, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que toutes les logiques de climat ne sont pas encore une fois monétisées, on tombe dans les mêmes logiques économiques, de finance, d'économie derrière. On va en reparler, déjà revenir sur comment tu as créé et pourquoi tu as créé Tuvalu il y a 10 ans. Donc j'étais avec ces entreprises, ces associés, et surtout ce côté de logiciel. C'est pas possible. Enfin, un bilan carbone, on récupère plein de données, voilà, très basiquement pour faire la pédagogie là-dessus. On vient collecter des factures, des kilomètres qu'on parcourt, des matériaux achetés, d'électricité consommée. Et donc plus l'entreprise est grande. Puis en 2009, j'avais travaillé avec Maisons du Monde, donc voilà, avec une quantité de données phénoménale. On perd trop de temps à galérer en fait avec tous ces chiffres et pour qu'à la fin on n'a plus le courage de travailler, de faire un plan d'action et donc on se dit c'est comme la finance en fait, on pilote aujourd'hui, personne ne fait sa compta sur Excel, ça n'a aucun sens. C'est la même chose avec le bilan carbone, donc on a créé le logiciel comme ça, puis on avait déjà pas mal de clients de grands comptes et il y a des modes d'ailleurs à l'époque c'était vraiment le boom du climat. On va voir qu'après, ça a un peu été en creux. Donc, on a créé Tuvalu à ce moment-là avec d'autres entreprises. Assez vite avec quelques clients, mais c'était encore très pionnier. Donc, déjà, voilà, le climat, on avait compris ce que c'était. Mais alors, un outil pour piloter la stratégie de climat,
c'était... Tu avais une longueur d'avance sur les débats qu'on a aujourd'hui, finalement. Ouais, 10 ans, c'était long. C'était long quand même à attendre. Normalement, on aurait d'ailleurs dû, je dis souvent, la petite phrase qui m'est venue, parce qu'on me dit souvent, c'est pas moi qui suis en avance, c'est le monde qui était en retard, là, pour le coup. Oui, c'est ça. Parce que là, il aurait fallu s'y mettre à ce moment-là. On a raté, il y a l'élection de Gore, Al Gore. Ouais. On fait souvent des dystopies, enfin, on parle de ce qui aurait pu se passer si... Ça aurait pu changer pas mal de choses. Donc voilà, on était en avance éventuellement, on est en retard. Je pense qu'on est vraiment en retard. Et là, du coup, la prise de conscience, elle est énorme. Donc voilà, on a créé Tuvalu. On était après pas mal chez Keran, donc un acteur aussi de l'environnement, Pioto Bureau d'études nantais, qui nous a un peu... voilà, on est arrivé chez eux, on était 2, puis 4, 6, 8, 10, 12. Et c'est là qu'on a bougé. Que dire, ouais, on a des développeurs, des experts et commerciaux, une approche de travail assez en intelligence collective, mais on en reparlera. Et du coup, on a un accompagnement de tout type d'activité, de tout type d'entreprise sur le bilan carbone, mais pas que. Ouais, alors c'est vrai que nos clients... on n'a pas trop les très grands comptes, mais quand même on a quelques grandes enseignes comme Système U ou le groupe Erige qui est à côté. Donc là c'était Maison du Monde, Maison du Monde. Avant, ça c'était avant. Et puis mais aussi beaucoup de belles ETI. Et puis on essaie d'embarquer aussi les PME en opération collective, comme on a pu faire ensemble. Moi j'adore l'esprit PME. On est très agile, on peut bouger. Les dirigeants sont impliqués. Donc là on va travailler aussi avec des partenaires, soit les dirigeants responsables de l'Ouest, les Bicorp, le comité 21, Mission Change. Donc on s'est entouré aussi de relais, de partenaires pour nous être plus éditeurs et avoir des diffuseurs. En fait, il faut qu'on soit très très nombreux. Il faut s'activer, il faut être nombreux. Donc voilà, tout type de clients, pas mal de secteurs. Maintenant, tout le monde s'y met en fait. Il y a eu le bâtiment qui était très en avance. Le fret, c'est réglementé. Mondial Relais, les colis. Maintenant, on veut savoir le poids carbone d'un colis. Chaque colis. Normalement, on doit pouvoir le voir, je pense, quand ça commence. La Poste, on peut. Secteur, les retailers, le monde de la grande distrie. Parce que là, Galerie Lafayette, par exemple. J'ai parlé de Système U. Il y en a d'autres, là, ils ne me viennent pas, les pauvres. J'ai travaillé avec le Titan. En vrai, maintenant, ça y est, on a travaillé avec plus de 120 clients. Avec des milliers d'utilisateurs, donc ça y est, je suis plus dans tous les projets. Alors j'aime beaucoup ça, mais il faut lâcher. Et du coup, donc 10 ans d'activité, tu disais il y a eu différentes phases, il y a eu le boom du climat, puis des fois un peu moins. Là en ce moment, on entend beaucoup parler du bilan carbone. Nous, avec Engo, on a fait le nôtre, on l'a fait le premier sur 2019, puis là on va continuer du coup avec Tuvalu. Alors on a une réelle envie de modifier notre production et de transparence derrière sur notre impact pour être transparent auprès de mes clients et puis même pour nous. Moi j'ai pas envie de me lever un jour et de me dire en fait je croyais avoir une entreprise vertueuse et finalement je vais plus déglinguer la planète qu'autre chose. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Comment est-ce que toi tu vois cette mode entre guillemets du bilan carbone? Moi j'aime beaucoup les temps longs et les signaux faibles. Enfin vraiment, s'il y a un truc que j'adore faire et que c'est ce côté visionnaire, clairvoyant, je sais pas, mais le bilan carbone, il y a eu la RSE. Enfin 2015 à 20, tout le monde faisait de la RSE et c'est super parce que du coup on était passé de monocritère à quelque chose d'assez systémique. Le social, l'environnement, la société. Donc, et puis une réglementation, le Grenelle, qui a rendu ça obligatoire. Donc, pour les entreprises, c'est rentré. Et donc une nouvelle vague du climat qui revient énormément, enfin, effectivement, avec ce côté prise de conscience. Et les tendances qui émergent, on est entreprise à mission. Donc là, c'est notre tendance. Alors, entreprise à mission, entreprise à impact positif, qui vont être malheureusement un peu deux choses qui sont pas tout à fait les mêmes. Michelin est une entreprise à mission. Est-ce que c'est une entreprise à impact positif? Peut-être, ça se débat. Le MEDEF est une entreprise à mission. Là, je pense pas qu'on puisse dire que c'est une entreprise à impact positif. Donc il y a la mesure d'impact. Ça, c'est un vrai débat. Et l'intérêt. Et pourquoi le climat, ça marche aujourd'hui? C'est une question qu'on me demande souvent.
Tu fais bien, je fais les questions et Ouais, les réponses. très bien. Je te laisse les fiches, je m'en vais. Non, mais c'est vrai, on se pose souvent cette question-là. Et donc, qu'est-ce que tu leur réponds? Non, il y a plusieurs choses. Déjà, ça dépend à qui je m'adresse, mais il y a un truc, c'est que ça convient bien au patron. C'est comme la finance, en fait. On garde les codes de la finance. On est là. Alors, la différence, c'est qu'il faut baisser. Hein. On est là, il faut baisser de 50%. S'il y a des budgets, les calculs, c'est comme un bilan, un compte de résultat. Comme un bilan comptable, c'est annuel. Ouais. Ça s'analyse, il y a des postes. Enfin, c'est très structuré. La méthode elle est robuste. Donc, premier point, tout le monde comprend. Et vraiment, c'est un bon outil de pilotage. Deuxième point, c'est dingue. C'est un combat planétaire. Ça, c'est vraiment le truc hyper excitant. Ouais. Quand est-ce qu'on a eu une cause commune? Parce qu'on ne peut pas dire « Ah, bah tant pis, c'est les Américains qui polluent ou les Chinois. Nous, on s'en fout. » C'est tout le monde dans le même bateau. Voilà, on n'a qu'une seule planète. Et ce n'est pas la planète qu'on défend, c'est vraiment la vie de l'homme et notre activité économique sur la planète qu'on essaye de sauvegarder. Donc ça, c'est dingue. On a un langage commun, les Nations Unies. L'Europe a son plan climat, moins 55. Et c'est un outil de prospective et qui est sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est sûr? Franchement. Donc là, on a des tendances du GIEC qui sont vraies sur des dizaines d'années. Oui. On sait où il faut aller dans 10, 20, 30, 50 ans. Donc, c'est comment on y va. Voilà. Mais en fait, ça donne... alors, c'est pas, j'allais dire un cadre rassurant. Non, c'est un cadre extrêmement flippant. Mais on sait qu'il faut y aller. Ouais. Et donc là, ça y est, c'est ce qui s'est passé entre 2019 et aujourd'hui. C'est que, oui, les moins 50, c'est sûr. Il faut l'économie. Ceux qui ne sont pas bas carbone demain, ils n'existent plus. Et justement, il y a cette cause commune avec tous les tas de rapports qu'on peut voir. Et pour autant, quand une entreprise fait appel à Tuvalu pour faire sa mesure d'impact, son bilan carbone, est-ce que tu ressens que c'est pour l'intérêt général, pour cette cause commune, ou des fois, parfois, toujours, je ne sais pas, c'est plus pour son propre intérêt, pour sa communication et son activité? Avec le temps, parce qu'il y a des choses qu'il faut lâcher. Moi, j'ai lâché sur la cause et en fait, peu importe, ouais. Même le greenwashing. C'est vrai que là, la tendance était... il faut engager les dirigeants vers ce moins 50. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils y croient? Pourquoi ils y vont? En fait, c'est très très varié. Il y a les étudiants, de toute façon, ils ne veulent plus aller dans des boîtes qui ne sont pas engagées pour le climat. Les actionnaires, la finance a compris qu'il fallait se désengager du charbon et en plus de plein d'autres activités. Mmh. Les salariés, de toute façon, ils veulent avoir envie de se lever ce matin et de sens. Les clients, ils veulent acheter des produits, ils regardent avec Yuka si c'est un produit écolo. Donc en fait, là, les raisons... On ne peut plus faire autrement. Voilà. Et après, il y en a qui font du greenwashing. Ça, c'est sûr, et ça existera tout le temps. Mais je vais citer justement la logique Bicorp. En fait, on n'est plus au moment de l'exclusion, mais de l'inclusion. Il faut que tout le monde y aille. Et ceux qui partent encore plus loin, ils ont encore plus de boulot à faire. Et en fait, il n'y a personne qui ne bouge pas. Le greenwashing, ça peut être vrai un moment, oui. Mais les transformations, elles sont réelles de toute façon. Ouais. Du moment que chacun fait un minimum, même si des fois ils en font... C'est pas pareil, peu importe, petit pas. Alors par contre, je suis pas pour la politique des petits pas. C'est pas pareil. C'est là, et donc quand on fixe, c'est l'intérêt du climat aussi, quand on fixe le moins 50, on mesure, et à un moment on fait des petits pas, puis on se dit, oula, mais ça suffit pas en fait. Ouais. Donc c'est forcément transformatif. Alors après, est-ce que ce sera suffisamment rapide ? Ça, c'est ce sur quoi tout le monde flippe, est inquiet, genre... mais chaque dixième de degré compte, dit le rapport du GIEC, chaque année compte. Donc là, oui, non, pas de politique des petits pas. Ouais. Donc toi, ou si je reformule, quelqu'un qui va, on va dire, faire beaucoup, mais qui, dans sa communication, va annoncer beaucoup plus, beaucoup mieux, à la limite, peu importe. Du moment que ce qu'il a fait, il a contribué honorablement à cette cause, tant mieux. Bah, s'il tient sa trajectoire, ouais. Enfin, il va se transformer. S'il s'est engagé, en vrai, il y en a qui sont engagés, qui ne croient pas enfin, il y a des patrons qui sont engagés à moins 50, qui ne croient pas, c'est sûr. Par contre, il y en a plein en dessous qui y croient. Ouais. Et ça, bah, ils sont trop contents, en vrai.
Donc, et puis mettre du budget. Je pense aussi que tu as raison, cette démarche elle est souvent emmenée via la direction, mais après qui l'apporte au quotidien, c'est l'ensemble de l'entreprise, les salariés, et c'est peut-être même eux à terme qui finalement sont les plus moteurs, parce que tu le dis, ça peut être extrêmement punitif, c'est-à-dire que en interne, si c'est purement du greenwashing, ça se ressent. Les salariés sont frustrés, ils s'en vont, il y a du turnover, tu as du mal à recruter, ça te fait mauvaise presse. Enfin bref, finalement, c'est punitif. Il y a plus de risques à rester dans le greenwashing que à mettre du budget. En fait. Ouais. Enfin, là, il y a trop de risques à rester dans le greenwashing. Il y en a, hein. Il y a vraiment plein de... Enfin, oui, ça existe, mais ça existera toujours en fait. Ouais. Moi, je dis juste que j'ai pas de temps à perdre à pointer les... Oui, bien sûr. Puis, bon, voilà, les 10 petits canards, il y en aura. Il y en aura toujours. Puis moi, j'ai la chance de ne pas les voir trop, donc ça va. Ouais, c'est sûr. Et nous, il y en a beaucoup dans le secteur de la mode. Toi, c'est un secteur que tu as beaucoup de clients, mis à part Ngo. Est-ce que tu as eu d'autres clients dans la mode? Ça dépend, parce qu'en fait, la mode, ils ont vraiment du boulot à faire sur l'achat, la chaîne de valeur, donc l'amont, fournisseur, énormément. Voilà, ça c'est évident. Casser les intermédiaires, revenir jusqu'à la matière. S'assurer l'équité, la responsabilité élargie du producteur. Donc ça, c'était l'incontournable. Et il y a plein de clients, ils en sont, de prospects, ils en sont encore là. Ouais. Et puis après, il y a le produit. Alors, c'est plus facile, on voit, hein, c'est plus facile de commencer par le bilan carbone et après de faire de l'éco-conception, de l'analyse du cycle de vie. Moi, je trouve que ça aide à prendre à compter du CO2. Ouais. Puis l'analyse du cycle de vie ou l'éco-conception va permettre d'aller plus loin sur le produit. Mais il y a eu pas mal de démarches. Et puis on peut choisir, si on fait dans le textile, on peut choisir juste le coton ou la toile de jean. Ouais. Déjà, on a de quoi s'occuper. Sur la consommation d'eau, voilà, sur toutes ces choses-là. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément eux qui ont été les plus sur le bilan carbone. Voilà. Et globalement, hein, toute l'industrie, ceux qui produisent, la part du produit des matériaux, elle est costaud. Ouais, après, le bilan carbone, ça permet d'avoir une vision de dirigeant. Là où l'éco-conception, c'est plus expert. Ouais. Là, nous, aujourd'hui, on sait que c'est 58% de notre impact carbone, il provient de la matière première, de la fabrication de la matière première. Donc, quelque part, oui, ça nous donne clairement un plan d'action hyper facile. Quand on parle beaucoup, les médias en tout cas parlent beaucoup de l'importation, du transport maritime, etc., qui de mémoire dans notre bilan carbone ne représente que 2 ou 4%. Alors que 58% pour les matières premières. Ils viennent par bateau. Ils viennent par bateau. C'est sûr que si on devait venir par avion, ce serait différent. Mais on a très vite choisi l'option bateau maritime. Mais du coup, on sait que notre focus, nos priorités, il faut la mettre sur la matière première. Ouais. Et du coup, tu disais éco-conception et se focaliser là-dessus. Recycler. Et puis après, c'est des bonnes pratiques. Déjà, on se dit, les 5 R, je les ai pas tous, mais... Il y en a de plus en plus des voilà, des R, il y en a, je pense que tous les R. Bon, donc, je ne saurais même pas... à recycler, réutiliser, réduire... déjà, tu vois, c'est pas mal. Chaque fois, j'en oublie un ou deux. Repenser, réinventer, faut réinventer le monde, globalement. Après, puis vous, c'est de la matière, donc faut pas s'éparpiller. Quand on a trouvé une piste, faut la mettre en œuvre. Et on est. Alors que des activités type distribution, justement, où on a du magasin, de la logistique, des produits, c'est très diversifié. Et là, avoir une unité pour compter, c'est plus facile. Ouais. Ouais, et le bilan carbone nous a offert pas mal de choses. Hein. Tu disais qu'il faut partir de là. Sur le transport, finalement, le transport, là tu parles des livraisons qu'on va pouvoir faire au magasin et encore pire sur le site internet paire par paire via Colissimo par exemple. Ça a un impact bien supérieur au transport maritime, même si le bilan carbone, encore une fois, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'un détail, c'est qu'un point de l'impact écologique et que ça ne prend pas en compte les fonds marins, etc. Mais en tout cas, pour parler que du bilan carbone, le dernier kilomètre... C'est un bon outil de pilotage. Ouais. En fait, c'est ça aussi. C'est que, j'ai fait de l'analyse cycle de vie et c'est génial, c'est passionnant. Mais la vie est complexe, la vie est systémique. Ça, c'est sûr. Néanmoins, entre un indicateur de performance et 10 plus social, plus... c'est pas la même chose. Voire...
il y a des effets rebonds. Enfin, il n'y a pas de solution parfaite. Donc, il faut se lancer, faut oser. Et c'est vrai que la simplicité a du bon pour ça, pour piloter et pour faire bouger tous ces gens. Enfin, déjà, le climat, c'est difficile à expliquer aux gens. Donc, voilà, quid de tout le reste Et aller étape par étape, où là, on commence par un bilan carbone. Même dans le bilan carbone, on peut synthétiser les choses. Nous, le premier bilan carbone, on l'a fait de manière générale sur l'entreprise. Là, on a vu les équipes Tuvalu cette semaine. Maintenant, on va le faire produit par produit parce qu'aujourd'hui, on a un impact global. Le but demain, c'est d'avoir un impact sur une paire en cuir versus une paire en toile. Voilà. Et après, derrière, si vraiment il y a un impact énorme, une différence d'impact énorme entre deux paires de chaussures, peut-être même que demain, on pourra arrêter un modèle parce qu'on ne trouve pas d'éco-conception. Les enjeux sur le cuir, voilà. Après, les modes, c'est ça qui est intéressant dans la mode, c'est que parfois, aujourd'hui, on était dépendant des modes, mais je pense que ça c'est quasiment fini. Je pense comme vous, on est encore, mais on a le droit de dire, non, nous on va faire que des chaussures où on va faire des choix un peu plus osés. Parce qu'on a une clientèle, c'est plus une clientèle de niche, ceux qui achètent des baskets écolo, je dois faire des analyses de marché, mais ça devient important, donc on peut être plus audacieux. Mais moi aussi, dans mon discours, je peux dire des trucs aujourd'hui qui ne seraient jamais passés il n'y a que 2 ans. Donc voilà, il y a moyen quand même. Et des pionniers, c'est ceux qui entraînent les autres. Oui, complètement. On parlait tout à l'heure, Tuvalu a 10 ans, ça a été la première entreprise Bicorp nantaise. Mine de rien, même si tu disais que c'est plutôt la société qui a du retard, mais n'empêche que la Tuvalu a été pionnier. Comme nous, dans la mode, ça a été Veja, qui s'est créé, je crois, en 2004 ou 2005, et qui a été clairement pionnier. Et c'est marrant, parce que tu parlais de cycle, et que ce soit pour Veja, pour Tuvalu, beaucoup d'entreprises, ceux qui ont été pionniers ont failli disparaître au début. Les premières années, ça a été extrêmement compliqué. Pour finalement connaître un boom, c'est 2-3 dernières années. Lié à mais il était temps, il était temps parce que des fois je pense que 2 années de plus c'était délicat quoi. Et certains pourtant disent qu'il est déjà trop tard, qu'on est déjà encore à la bourre et que c'est la vision pessimiste. C'est la vision pessimiste. Alors on se re-questionne pas mal et il y a un courrier international sur le climat en ce moment qui ouvre sur l'espoir et en fait on peut pas vraiment se dire que c'est trop tard. Qui peut... on n'a qu'à tous mourir. Comme on peut pas dire à nos enfants, désolé, c'est trop tard pour toi. Voilà. Alors déjà d'une, c'est pas vrai, parce que on a vraiment, et les chiffres le montrent. Alors certes, on n'a pas énormément de marge. Ça, c'est serré. Et mais en fait, vu la capacité d'action, les gens se rendent pas compte à quel point ça bouge parfois quand même assez vite. Et puis il faut regarder en arrière, les smartphones c'est pas si vieux, donc on est des sociétés qui ont une capacité à bouger très vite et on a fait un exercice de prospective avec Virginie Resson qui est donc directrice du GIEC Pays de la Loire. On a embarqué donc 11 DRO au vert pour penser 2040 et penser c'est quoi ce monde bas carbone. Et c'est hyper cool en fait, ce monde bas carbone est chouette, est très résilient, on a compris, alors il y en a qui ont parlé de décennie de la poisse, c'est possible qu'on passe par des moments tumultueux, c'est probable, on va dire que c'est l'ordre du probable, mais voilà, l'homme est résilient en fait, et on l'a appris, on l'a vu aussi là. On l'a vu pendant la période de Covid, ça a permis de voir ça. C'est un peu cliché, mais toutes les vidéos qu'on voyait sur l'environnement qui reprenaient ses droits en finalement peu de temps. Alors il y avait un arrêt brutal, mais n'empêche qu'en peu de temps, il y avait des preuves que les choses vont vite dans un sens comme dans l'autre. Je fais une petite aparté, parce qu'on utilise beaucoup d'acronymes. DRO qui veut dire dirigeant responsable de l'Ouest, et qui est un réseau de l'Ouest, Pays de la Loire et maintenant même breton, autour de ces enjeux climatiques, sociaux, sociétaux. Et donc Ingo, Tuvalu en font partie. On peut faire une petite pause jeu, comme on a l'habitude de faire sur chacun de nos podcasts. Alors, l'idée du jeu, donc, ça part d'une étude de l'ADEME sur justement la mesure des émissions de CO2 des différents objets de notre quotidien.
et qui va sûrement, je pense, amener un débat derrière. Et c'est justement ça qui est intéressant. On peut dire que je connais déjà le jeu, parce que là, c'est biaisé. Tu connais le jeu et en même temps, tu es de la partie, donc c'était dur de trouver quelque chose que tu ne connaissais pas déjà. Il y a donc, je vais te donner 5 objets du quotidien. Il va falloir les classer du plus polluant ou de celui qui émet le plus de CO2, pour être plus précis, jusqu'au 5e qui émet le moins de CO2 sur la base de l'énergie et de la matière. Donc... Alors juste sur la base, c'est intéressant. Comment on calcule une empreinte carbone? Vas-y, voilà. fais-nous une petite Donc, intro là-dessus. Le téléviseur, c'est depuis l'extraction. Donc on fait une analyse de cycle de vie. Depuis l'extraction des matériaux, donc le téléviseur, donc c'est le plus polluant parce que c'est le plus électronique. Donc je vais les citer, il y a le lave-vaisselle, le téléviseur, le four électrique, la console vidéo et le réfrigérateur. D'accord. Donc je vais mettre le téléviseur en plus polluant, donc extraction des matériaux et notamment l'électronique. On a un énorme enjeu, il faut extraire 100 kg de matière pour une puce électronique. Ouais. Donc c'est vraiment très énergivore d'extraire ça. Donc l'extraction, la fabrication, pareil, hein, et fabrication d'une puce électronique super énergivore. Ça, c'est assez dingue. Je ne sais plus combien de kilos, des centaines de kilos de charbon qu'il faut. Donc là, le téléviseur est fabriqué donc en Chine. Hein. En plus, je rappelle, la dépendance à la Chine est juste dingue. Il est envoyé par bateau plutôt que par avion en l'occurrence. Et puis, après, il est vendu dans une grande surface, il arrive chez nous. Donc l'usage du téléviseur qui consomme de l'électricité. Mais en l'occurrence, il y a des ratios sur l'usage. Et puis, sa fin de vie. Et on ne sait pas aujourd'hui recruter ni réparer une dalle de télévision. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Et ça, on calcule ça avec des années cycle de vie. On en extrait le facteur d'émission du bilan carbone qui sert, nous, à calculer le bilan carbone, qui est dans une base de données faite par l'ADEME et qu'on va utiliser. Donc ça nous donne... on ne fait pas à chaque fois, quand on va dans une entreprise, on compte le nombre d'ordinateurs, on ne refait pas tout le boulot. Oui. On a déjà le résultat. Déjà la base de données de l'impact que représente un ordinateur, et tu le dis bien sur tout le cycle de vie, de l'extraction jusqu'au recyclage ou pas. Sa fin de vie, ouais. En tout cas, sa fin de vie. Donc, le téléviseur, après, le lave-vaisselle, il est quand même assez mastoc. Donc... voilà, je mettrai... Donc là, c'est bien, j'ai pas totalement triché, quoi. Non, t'as pas les réponses. Effectivement, la vaisselle arrive bien en numéro 2. Après, je pense qu'il y a la console. J'hésite entre la console et le four. Il y a quoi? Après, il y a le réfrigérateur aussi. Ah oui, ok. Le réfrigérateur, c'est pareil, c'est énorme. Et en fait, entre console et four micro-ondes? C'est four électrique. Four électrique. Ça doit être... quand même, le four puis la console? C'est l'inverse. Console puis four. Mais t'as quasiment un sans faute, et effectivement, c'est ça. Donc, tu parles justement de la taille à chaque fois de. Bah oui, la quantité de matière. Voilà, et l'autre élément, donc tu as dit c'est la console puis le four? Donc, il y a téléviseur, lave-vaisselle, réfrigérateur, console vidéo, et en dernier, le four électrique. Et donc, l'autre élément à prendre en compte, c'est la quantité électronique. Où là, c'est. Sur la console, c'est juste le composant électronique qui fait une grosse partie de l'impact environnemental, parce que c'est ce qui est plus polluant à produire. Par contre, du coup là où, pour vous donner un peu, j'étais un peu sidérée, donc Le Monde, je crois qu'il mettait, il y avait un quiz entre un QCM 30, 50, 70 kilos, je ne sais plus exactement. Ouais. Je crois que c'était 54 kilos qu'ils mettaient. Et je suis allée voir dans les bases de données de l'ADEME et on est entre 340 et 500. Ok, donc l'étude qui a été publiée par Le Monde et sur laquelle on a trouvé ça, finalement, reprenait des chiffres soi-disant de l'ADEME, mais qui étaient complètement différents. Alors, j'ai pas encore élucidé le delta. Peut-être qu'on pourra mettre ça en commentaire pour les plus férus et connaître. Mais oui, c'est un problème. D'ailleurs, il y a d'autres débats, par exemple sur l'aérien. Les gens se disent, oui, est-ce que vraiment prendre l'avion, c'est beaucoup plus polluant que le train? Et il y a même des experts qui essayent de défendre ça. Alors non, le rapport entre le train et l'avion, c'est de 1 à 100. Ouais.
Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Enfin, à chaque fois, on a un quiz, nous aussi, hein, parce qu'on aime bien jouer. Et il n'y a pas de débat sur ces choses-là. Et c'est vrai que... Donc, alors, et pour se terminer, donc, pour être bas carbone, alors, il y a le côté faut pas. Mais il y a plein de trucs fun. Il faut prendre le vélo, faut faire faut faire des braderies, des vide-greniers, faut acheter de seconde main, etc. Mais effectivement, si on prend l'avion, on crame en une fois notre quota carbone de l'année. Ouais. Donc voilà, 2 tonnes, boum. L'électronique, hein, c'est quand même tous les électroniques neufs qu'on est sur 200, 300, 400... Jusqu'à un smartphone, c'est 400-500 kilos quand même. 500 kilos de CO2. CO2. Voilà. Donc ça, la voiture, combien de kilomètres, et la viande rouge, hein, plutôt le tofu, voire le poulet que la viande rouge, ou alors locale. Bon, c'est pour donner des choses. Après, il y a les fringues. Combien de kilos de fringues? Je sais qu'il y avait des études qui étaient sorties de fringues neuves. On est sur 2-3 kilos par an. Et derrière, quel matériau? Est-ce que c'est du coton, du jean, etc. Mais du coup, ça me fait penser à quelque chose. C'est que là, tu parles de l'électronique qui consomme énormément. Et pourtant, c'est un peu paradoxal, mais tout est en train de devenir électronique. On parle de connecter pour tout, même pour des choses où on n'a pas besoin, c'est complètement futile. On invente du connecté sur des choses qui deviennent du gadget et qui, en fait, dans 10 ans, va devenir paraître indispensable, alors que du coup, c'est beaucoup plus émetteur de CO2. En plus, il est grand temps qu'on revienne. L'électronique, c'est génial, mais il faut que ce soit réservé à des usages utiles. Ça, je te rejoins là-dessus. Et puis de toute façon, avant, quand je disais ça, les gens ils me font trop marrant. Mais on va avoir des problèmes d'approvisionnement. Tout est extrait, toutes les métaux rares sont extraits en Chine. L'indium pour les tactiles, il y en a presque plus. Et on répare pas. Donc voilà, il y a Fairphone qui est une bicorp et qui fait le premier téléphone c'est un challenge. Oui, le premier Fairphone, c'est un téléphone de militant. Mais là, on est aux 3. Connecting, autre bicorp nantaise, le distribue. Donc voilà, ça c'est ou acheter back market. Enfin, c'est génial en même temps. Cette économie de la seconde main qui se licornise un peu, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est un vrai succès. Voilà, donc il y a des choses, on peut être branché et écolo et avoir des vies bas carbone. C'est ça, donc on peut réussir à diminuer son impact en ayant pour autant des choses connectées, mais il faut essayer de se tourner vers du seconde main et sur ses propres produits, essayer de les réparer. Et pour ça, heureusement qu'il existe des acteurs, tu disais Black Market, Fairphone, Back Market, pardon. Le Black Friday, la Black Market, c'est encore autre chose, qui eux le font. Le Fairphone que moi j'utilise et qui est très bien et qui permet de réparer son smartphone. Donc ça pour toi, c'est une vraie solution d'aller sur la réparation. Ouais, parce que tout le monde Plus que le recyclage. Ah bah oui, parce que de toute façon, l'électronique, on ne sait pas le recycler. Hein. Enfin, pas du tout. On teste, mais non. Quand il y a en boutique, on nous dit déposez ici votre... Alors, ça ne va pas être recyclé, ça va être reconditionné. Reposer ici. Enfin, on mélange. Recycler, si on prend la matière, on le broie et on en refait de la nouvelle matière. Le téléphone, maintenant, c'est intéressant, il y a quand même plein de réseaux, effectivement, ça existe. Donc, on va le récupérer, on va le réparer, le nettoyer et le revendre. Ouais. Donc ça, c'est bien. Hein. Même en boutique, remettre ses fringues, il y a ces réseaux. C'est le début des réseaux d'économie circulaire et ça, c'est chouette. Puis finalement... c'est aussi une révolution. Il n'y a pas si longtemps, aller rapporter des fringues. Alors, il y a les bornes relais. Mais ça fait longtemps que ça existe. C'était vraiment un peu désuet. Alors, ça a pris déjà une belle ampleur. Même si au final, une grande partie est plutôt envoyée en Afrique, notamment pour être revendue plutôt que recyclée ou réparée. Mais ça reste une très bonne démarche. Nous, dans la chaussure, on est confronté au problème que une chaussure, il y a tous les problèmes orthopédiques derrière. Donc, quand on vend une chaussure d'occasion, il y en a qui le font sur Vinted. On retrouve d'ailleurs des Ngo sur Vinted. Mais nous, les orthopédiques nous ont pas dit Après, que c'était... vous, ce qui est intéressant, c'est que c'est un usage long. En fait, souvent, une basket, on va jusqu'à sa fin de vie, quoi. On l'use jusqu'à... Enfin, en tout cas, moi, je les use jusqu'à la fin. Ceux qui sont un peu sneakers addicts. Voilà. Donc, elle va vivre longtemps et elle a un usage intensif.
Donc c'est comme une maison. Enfin, la maison, c'est plus intéressant qu'elle vive longtemps, qu'elle soit construite. Avant, on faisait des maisons qui duraient tout le temps, 100 ans. C'est plus important parce qu'elle soit robuste, qu'elle soit en produits biosourcés. Enfin, une basket en produits biodégradables, par exemple, on va se retrouver pieds nus. Donc attention aux fausses bonnes idées. Qu'est-ce qu'on a? Alors si, on a une blague aujourd'hui. Ma collègue qui m'a dit donc un géant à cause d'une souris verte. Effectivement, Microsoft va sortir une souris en Ocean Plastics. Voilà, typiquement là on nage en plein de greenwashing, quoi. Donc recycler du plastique qui vient de l'océan. Des océans. Il y en a très peu, c'est très coûteux. C'est super de les extraire, mais en fait, c'est du mécénat, donc ils financent ces opérations très bien. Mais en vrai, déjà sur l'électronique, l'enjeu c'est pas ça. Donc là, on est bien dans une opération de greenwashing. De bon niveau. Puis bon, là je peux bâcher Microsoft, ça va. Personne m'en voudra. En tout cas, pas dans ceux qui regarderont ta vidéo. Non mais voilà, ça, on est dans une opération. C'est débile. Comme faire un ordinateur en bambou ou les clés en bambou. En fait, non, c'est pas. Surtout que c'est du bois, c'est électronique, c'est des trucs anti-feu, faut les traiter à mort. Donc il y a vraiment du bon sens dans l'empreinte environnementale avant tout, quoi. Il y a plein du coup de fausses bonnes idées, il y a plein de choses où on est perdu aussi, il y a tellement d'informations dans tous les sens, des bonnes, des moins bonnes. Comment est-ce que du coup nous on a si je prends l'exemple de la mode, nous on essaye dans nos newsletters, dans les podcasts, etc. de donner des billes, de sensibiliser. Et après les gens font leur propre choix, mais de donner des informations, parce que c'est dur d'en avoir soi-même. Comment est-ce que toi, d'après toi, comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient les informations, puissent décortiquer le vrai du faux, qu'on arrête de nous donner tout et n'importe quoi, des solutions miracles alors que ça n'en est pas une. Comment est-ce qu'on peut faire pour tout ça? On a parlé ce midi, moi je crois vraiment beaucoup à l'éducation. Enfin, ma fille en CM2, on lui a appris ce que je t'ai dit sur le train, on lui a appris l'impact carbone de différents modes de déplacement. C'est trop bien, quoi. Donc voilà, on nous aura appris aujourd'hui, les gens de l'ancien monde, ils ont 60 ans, ils se disent mais non, l'avion, on va même sortir, mais de toute façon l'avion si tu montes pas dedans il part quand même. Oui, qu'est-ce qu'on fait là? Donc il faut s'éduquer, mais en fait il y a plein de monde qui s'en occupe aujourd'hui, il y a des youtubeurs qui parlent, il y a des podcasts de partout, les médias, il y a plein de choses, donc l'information, puis ça prend du temps en fait, moi ça fait 10 ans que c'est mon métier au quotidien, donc forcément, je sais les détecter tout de suite. Est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, comme tu dis, finalement, que dès le plus jeune âge, il y ait des cours là-dessus? Mais c'est le cas. En fait, on dit toujours l'éducation nationale, ne fait rien. Mais c'est le cas. Ils ont vachement de cours depuis le primaire, encore au collège. Alors, les profs sont pas assez formés. Alors, c'est jamais parfait, mais franchement, c'est hyper bien. Aujourd'hui, il y a des beaux projets, les jardins, et puis après, le climat. Alors ça, c'est une petite parenthèse, mais donc tu me demandes comment, mais alors il y a le côté s'éduquer. Puis après, moi, c'est la nature en fait. Faut juste qu'on se reconnecte avec le vivant. Moi, j'ai grandi en pleine nature, vraiment dans un moulin au bord de la rivière. Donc, j'ai eu la chance, en fait, qu'on m'a appris savoir ce que c'était une châtaigne, quel champignon, voilà. Mais la sylviothérapie, c'est balade en forêt. Alors, on est des urbains, alors on va payer hyper cher pour aller se faire une balade en forêt, tu vois. Mais voilà. Qui en ont jamais vu la forêt. Ou la mer, il y a plein d'éléments où quand on est né en milieu urbain et qu'on vit en milieu urbain, par exemple Paris-Centre, des fois il y a plein d'éléments qu'on connaît pas. On a la chance d'avoir un peu de nature en ville, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, moi s'il y a un truc qui... et quand je vais pas bien, quand vraiment... si je retourne à la maison, une journée en plein air... ça y est, c'est reparti. Enfin, vraiment, c'est super efficace. Puis, faut qu'on remette des plantes on n'est pas très bon sur les plantes au bureau parce que sur l'entretien... je disais, celle-là, elle mériterait un peu d'eau, mais en fait, c'est pas grave. On en a une belle ici, je ne sais pas si elle se voit sur le plan vidéo, mais elle a soif. On n'a pas tous la main verte. Ouais, mais après, en fait, on a tous cette capacité, enfin, on peut tous réapprendre, en fait. C'est hyper important d'avoir juste des plantes dans le bureau. Moi, j'en mets de partout, puis j'adore ça. Enfin, et tout le monde ne va pas adhérer, puis d'autres qui vont
découvrir, se relier par la mer. Enfin, peu importe, en fait, le moyen d'eau, ce sera des petits chats. Alors, pas des vidéos de petits chats, ça aussi, ça pollue. Mais voilà, les animaux, enfin, il y a plein de façons de... C'est pour ça que je dis le vivant. On parle beaucoup alors la biodiversité, ça va ensemble. Et le climat, c'est lié à tout le reste en fait. Hein. C'est pas, c'est pas que le climat, c'est juste une porte d'entrée. Mais ouais, le vivant. Et justement, le climat, c'est une porte d'entrée, donc ça nous tourne vers la conclusion et vers demain. C'est quoi demain pour ton entreprise, pour Tuvalu, et c'est quoi demain pour la société dans sa globalité avec les causes sociales, sociétales et environnementales? Donc déjà, le bilan carbone, ce n'est qu'un point de départ, c'est un moyen de compter. Voilà, on ne fait pas un bilan carbone juste pour faire un bilan carbone, c'est pas la partie la plus fun, voire c'est pas très intéressant en tant que tel. Par contre, après, avec Tuvalu, on essaye de vous donner des outils de pilotage. Par contre, c'est un très bon outil de pilotage. Donc déjà, mesurer, analyser, puis créer une stratégie climat. Donc on a dit, on s'engage à réduire, et on fait dans la durée. On va apprendre en fait. Tu vois, déjà en 2 bilans carbone, vous avez appris plein de choses. Ouais. Donc ça va vite. Ouais, sur l'apprentissage complètement. C'est hyper efficace. Et en plus, c'est passionnant parce qu'il y a plein de sujets. Enfin, nous, on n'a pas peur d'être au chômage parce que il y a plein de sujets. Donc, alors, climat, biodiversité, le problème de la biodiversité, c'est c'est impossible à compter. Enfin, je pense qu'il faut renoncer. Par contre, il faut agir. Donc, voilà, comment sur les endroits où j'extrais de la matière organique, je peux restaurer la biodiversité. Bon, donc là, on a un énorme enjeu biodiversité au niveau planétaire. Enfin, voilà, c'est effrayant parfois. Enfin, et puis c'est des effets rebonds. Donc cette petite phase un peu déprimante, mais il y en a toujours une quand on parle de climat. Et après, c'est la stratégie. Alors ça, c'est passionnant parce que ce que je vois aujourd'hui et ce qui me tient à cœur, c'est quand notre raison d'être, d'ailleurs que j'ai pas dit, c'est mettre au cœur de la stratégie d'entreprise les enjeux climat, impact et RSE. Donc, quand un chef d'entreprise ou une entreprise au complet, mais il n'y a pas un truc RSE pour faire un rapport qui fasse bien et une stratégie économique réelle. Non, on a une stratégie durable, responsable, globale, visionnaire, et on intègre tout ça. Donc là, c'est ACT, Assessing Low Carbon Transition, c'est un programme international financé par l'ADEME. Donc on a des premières sessions collectives, c'est vraiment passionnant. Puis on se dit, ah ouais, quand même. Donc il va falloir travailler avec ses fournisseurs, travailler avec ses clients, travailler avec ses salariés, innover bas carbone, trouver un modèle économique bas carbone. Enfin, tout. Et en même temps, c'est des outils, parce que des outils de stratégie intéressants, aujourd'hui, il n'y en a pas non plus... on est encore à porteur. Hein. C'est pas Harvard Business Review, Intègre du climat, c'est limite ce qu'il y a de plus robuste. Et puis, donc ça, c'est... en fait, nous, le climat, c'est le projet pilote. Parce que c'est mono-indicateur, c'est simple. Et puis après, derrière, comment ça, on l'extrapole à la RSE, aux objectifs de développement durable, à l'impact, voire aux limites planétaires. Enfin, derrière, il y a moult modèles passionnants. C'est un point de départ, mais qui va permettre de faire le lien avec tout le reste. Ouais. Et là, il y a plein de méthodes au niveau onusien qui sont hyper intéressants. Les objectifs de développement durable, ils ont fait de la pédagogie. C'est des petites vignettes, c'est coloré, c'est simple, tout ça. Mais c'est cette profondeur. Nous, on aime des choses simples, opérationnelles, mais qui ont une profondeur méthodologique forte. Il y a le donut. Donc voilà, un donut. On a un espace de vie qui ressemble à un donut. Il ne faut pas dépasser ni à l'extérieur sur les limites planétaires, environnementales, ni à l'intérieur sur le social, l'humain. Donc comment on fait un business soutenable, une économie qui respecte son environnement. Alors, tu vois, on a quoi à s'amuser. Oui, je le pense. Pendant de nombreuses années, et ça fait que 10 ans que Tuvalu existe, à mon avis, il y a plein d'autres thèmes à venir. Justement, est-ce que pour finir, tu as une actualité, un scoop, une anecdote à partager? Le dernier, donc on est notre propre laboratoire d'expérimentation. Et là, ce qu'on fait en ce moment, et je dis en ce moment, in progress, parce qu'on n'a pas fini, et ça c'est assez bouleversant, c'est la mise en œuvre d'une gouvernance holacratique. Donc horizontale, la pyramide, j'ai un responsable, etc., ses descendants. Et nous, on a des cercles. Chaque cercle est autonome, chaque personne
sait quel est son... Et c'est assez organisé, hein. Enfin, franchement, il y a des processus, on a un logiciel Hola Spirit, et on a des façons de conduire des réunions. Et c'est très humain aussi, on s'inclut dans une réunion. Je suis pas de bonne humeur aujourd'hui, désolée collègues, vous allez prendre cher, mais du coup, ne m'en veuillez pas parce que vraiment, j'ai mal dormi. Donc on a le droit, voilà, c'est très humain, avec des processus aussi d'intelligence collective. Et ça, comment on peut... Enfin, il va falloir vraiment... alors ça, c'est mon aspiration écoféministe. Voilà, il y a des mouvements qui nous transforment du patriarcat, capitalisme patriarcal à ces nouveaux systèmes de pensée. Ça porte mal son nom, c'est plutôt holistique. Ouais. C'est comment je me renoue, enfin, j'ai une vision globale, je me relie à la nature, je relie ma partie écologique, ma reprendre la place pour les femmes. Et en fait, on prend soin des femmes comme on prend soin de la terre, comme on prend soin des autres. Il y a ce... Donc voilà, c'est comment ça vient en entreprise et puis du coup, c'est de créer des entreprises un peu différentes. Je pense que chez vous, voilà, on essaye tous de faire ça. Et de plus en plus, les entreprises essayent de faire des choses différentes et en accord avec toutes les valeurs dont on a parlé ici. Mais c'est une vraie révolution intérieure, quoi. Ouais. Là, faut carrément changer le logiciel, quoi. Je regarde l'heure, il est temps de conclure, je crois qu'on a respecté pile poil le timing. Parfait. Merci Marie. Merci. Merci beaucoup d'être venue et d'échanger sur tous ces sujets passionnants. Pour approfondir le sujet, on retrouve du coup tout un tas d'informations sur le site de Tuvalu. T-O-O-V-A-L-U. Ouais, il faut préciser, T-O-O-V-A-L-U. Inspiré de l'île Tuvalu dans le Pacifique, qui serait peut-être le premier État-nation à être submergé en cas de remontée des eaux. On a le pourquoi de Tuvalu. On finira là-dessus. Un bon moyen mnémotechnique. Et bien encore merci. Et puis on espère que ça vous a plu. S'il y a, de toute façon, on mettra tout un tas d'informations supplémentaires en commentaire. Merci et à bientôt. Salut.